Nouvelle convocation du tribunal de l'actualité. Merci à vous de prendre rendez-vous avec l'actualité sur les médias leaders Truth TV et Watt FM. Nous savons vous êtes rendez-vous, en tout cas fidèle à ce rendez-vous. Un rendez-vous que vous pouvez d'abord suivre en direct sur nos pages Facebook et également en streaming sur notre plateforme YouTube. Je suis Adams Khaled Ouedraogo, président de ce tribunal. Mesdames, Messieurs, bonjour. Avec moi sur ce plateau, les juges au siège, Bernard Bougman, Geoffroy Vaha, bonjour et bienvenue. Bonjour, monsieur Ouedraogo, président Ouedraogo, bonjour juge Vaha, bonjour madame, monsieur. Bonjour juge Bougma, bonjour président, bonjour auditeurs et téléspectateurs. Le forum sur la réconciliation nationale, initialement annoncé du 17 au 23 janvier 2022, a été reporté pour une date ultérieure. L'annonce a été faite hier par le ministre d'État, ministre en charge de la réconciliation nationale, Zéphirin Diabré. Je l'ai dit, c'était hier lors de sa rencontre avec le chef de file de l'opposition politique. Les enjeux de ce report et en tout cas le regard des juges sur tout le processus, ça sera en première partie de cette convocation. En seconde partie, nous allons parler également dialogue politique, mais cette fois-ci hors de nos frontières, plus précisément en Côte d'Ivoire, où le PPACI, le parti de Laurent Gbagbo, plaide pour le retour des exilés Charles Blé Goudé et Guillaume Soro. Il faudrait que cette demande se fasse en prélude à l'ouverture en tout cas du dialogue politique. Analyse et décryptage des juges après la première fenêtre de cette émission, les avant-propos. Monsieur les juges, vous avez la parole. On va commencer avec juge Bougman. Qu'est-ce qui retient votre attention pour cette convocation? Merci président. Ce qui retient notre attention, c'est deux avant-propos. Le premier avant-propos, c'est la saisie de céréales opérées par les services du ministère du Commerce au niveau de Dori. Donc cette sortie qui partait vers un pays étranger. Mais moi, mon avant-propos, c'est que c'est monnaie courante. C'est monnaie courante avec la complicité de nos forces de douane selon certains. Je raconte l'histoire de ce témoin-là qui, dans la zone de Bobo Dioulasso, également pour traverser la frontière, qui dit que c'est sa pion sur rue. Et lui, il avait échangé effectivement avec certains qui sont à certains postes de douane, pas tous les postes de douane. Et il lui dit, mais le ministère du Commerce... Aruna Kabore, c'est le nom qu'il a lâché pour dire, mais il a pris une mesure pour interdire ces exportations de céréales et tout. La réponse du Gabelou, c'est HK, c'est qui? Ce n'est pas notre ministre. Il a été choqué. Bon, parce que lui, il ne comprend pas. C'est une décision gouvernementale, c'est une affaire interministérielle, on ne comprend pas, mais vous ne pouvez pas raisonner en termes de ce n'est pas notre ministre. Bon, c'était un choc tout de même. Bon, monsieur ne s'est pas arrêté là. Il a appelé des gens au haut niveau pour demander d'investiguer davantage pour savoir si ce qu'il dit c'est vrai ou bien s'il c'est faux. Ce qu'on lui demande, c'est de fournir des preuves de ce qu'il dit. Il dit, bon, donc, moi je laisse tomber, je m'arrête là. C'était une dénonciation qui était partie, non seulement pour faire arrêter ceux qui font sortir les céréales, mais aussi pour faire entendre raison aux complices. Mais bon, l'opération finalement s'est arrêtée là parce qu'on lui demande des preuves complémentaires. Il dit lui ne comprend plus puisque c'est à vous de chercher ces preuves-là. Moi je vous informe parce que vous êtes informé du pouvoir. Donc quand on regarde également comment certains produits traversent nos frontières, quand on a vu la fraude au carburant, quelqu'un se lève au procès, il dit moi je prends l'argent, je vais remettre au douanier pour permettre que ça passe. Mais je ne savais pas que c'était de la corruption. Lui il ne sait pas. C'est quelqu'un qui lui a envoyé, il part exécuter la mission à lui confier et puis il revient s'asseoir. Mais lui ne savait pas que c'était argent de corruption. Donc lui, voilà. Mais c'est quelqu'un qui prend, qui laisse passer. C'est un procès aussi qui a révélé ces choses-là. Donc la sortie des céréales, à un moment donné, il y en a qui ne sortaient pas des céréales. C'est des tonnes et des tonnes, mais c'est des farines. C'est de la farine. Et quand c'est de la farine, ça prend plus de graines que les sacs. Puisque à un moment donné, il y en a qui ne partent même plus avec les céréales. Ils prennent le temps de décortiquer, d'en faire de la farine et emballer des sacs de farine pour que ça sorte du Burkina. Et c'est pas, j'ai dit, ceux qui doivent faire sérieusement le contrôle, il y a beaucoup de Burkinabés et de complices dans l'administration qui vont être pris dans ce contexte-là. Donc, c'est un coin de regard qu'il faut avoir. Peut-être qu'ils ne l'ont pas regardé suffisamment, peut-être qu'ils ne l'ont pas, je ne sais pas. Ou bien un laxisme ou une complicité qui ne dit pas son nom, mais tout porte à croire que l'affaire est... Mais c'est suffisamment grave quand, à un moment donné,
on est dans une telle situation. Mais pour me conclure sur ce premier avant-propos, en réalité, c'est quoi? C'est le Burkinabé comme ça. Il réfléchit d'abord corporation, il réfléchit religion, il réfléchit ethnie, province, région. Dans le dernier gouvernement, vous avez entendu des gens dans leur localité qui disent qu'ils s'attendaient à ce qu'on nomme leur fils. Il y en a qui ont eu leurs fils qui n'ont rien fait même pour eux. Il a fallu les fils d'une autre région pour venir faire des choses, des infrastructures d'envergure. Donc on ne pense pas nation, on ne pense pas État, on pense d'abord soi avant d'aller vers les autres. Est-ce qu'il y a plein de dossiers dans l'administration bloqués à cause de ces bagarres corporatistes qui ne nous font pas effectivement avancer. Donc c'était mon premier avant-propos. Le deuxième avant-propos fait suite à cette affaire qui a défrayé la chronique sur les réseaux sociaux et les journaux d'investigation qui s'en sont saisis. Moi je me suis intéressé pratiquement à ce que le bimensuel, le reporter également qui a traité cette affaire-là. Il s'agit de cette affaire d'hélicoptère burkinabé, donc Transcivil a transformé, et ceci ou cela. Donc, mais l'article également dit que c'est difficile que les langues de l'armée se délient pour pouvoir expliquer de fil en aiguille comment les choses se sont conduites compte tenu de la sensibilité du sujet et de ce que certaines informations essentielles peuvent sortir alors que c'est dans un contexte sécuritaire. Donc, commande passée. Maintenant, il y a une affaire dans l'enfer parce que pour la modification, il fallait passer effectivement à une autre étape. Et là, c'est un Burkinabé qui a eu le marché, qui devait aller envoyer les pièces du Tchad. Les Tchadiens aussi qui n'ont rien perçu comme argent disent le matériel ne bouge pas. Donc c'est une affaire dans l'affaire qui s'est finalement retrouvée devant les tribunaux. L'affaire a été jugée pratiquement le 21 décembre. Donc celui qui a eu le marché, Rafi, qui a versé plus de 900 millions pour la modernisation, mais qui finalement, ça n'a pas marché parce que ça n'a pas été fait, puisque celui qui a reçu l'argent n'a pas fait le travail. Ce dernier, M. Milogo, a été mis aux arrêts, jugé et condamné à 4 ans de prison. Il doit payer 200 millions de francs CFA. Et il y a un appel également qui a été fait parce que Rafi estime que par rapport à l'argent qu'il a versé, 900 et quelques millions, et le travail qui n'a pas été fait, puis on demande 200 millions, c'est peu. Donc il veut plus. Pour ne pas dire, il veut tout son argent. Donc il y a également une affaire, donc il y a une plainte qui est déposée en appel. Mais bon, selon certaines sources sécuritaires, un hélicoptère qui est déjà opérationnel et c'est un d'entre eux qui a verrouillé après l'attaque d'Inata qui malheureusement n'a pas tiré. L'ordre de tirer n'est pas venu, mais l'avion a été déjà opérationnalisé, mais ça n'a pas été fait. Question, pourquoi des Burkinabés nous font ça? Quand vous regardez la vidéo, vous ne comprenez pas. Donc il y a des complices à l'interne. Et comme aussi un Burkinabé qui a pris sur lui la responsabilité de pouvoir le faire, n'a pas pu le faire. Et puis on se retrouve devant les tribunaux, alors qu'on a des soldats qui tombent, on a des VDP qui tombent, il y a des civils qui se déplacent, mais il y a des Burkinabés aussi qui ne se gênent pas dans la chaîne de cette complicité-là. Et c'est la question qu'on se pose, que ce soit dans les rangs de l'armée ou que ce soit dans les rangs des civils. Et cette affaire à Fimilogo est un cas patent. On a des complicités à l'interne. Et là, je pense que c'est un autre niveau du problème qu'il faut regarder. Merci, juge Bougma. Juge Va. Oui, merci, Président. J'aurais aussi deux avant-propos. Le premier, c'est la Fédération burkinabé de football qui avait été restée en justice par Sita Sangaré, ancien président de la Fédération burkinabé de football, et lui parlait de diffamation. Il y a eu une médiation qui a été menée par le ministre des Sports et d'autres entités dans le domaine sportif, des figures très connues, et ça a permis au moins d'apaiser la situation, et on a appris que le Sita Sangaré a retiré sa plainte. Je pense que ça concourt à créer quand même, je vais dire, une bonne atmosphère autour de nos étalons, parce que quand on sait qu'au sein de la fédération, même il y a certains qui avaient été débarqués il n'y a pas si longtemps, qui eux aussi trouvaient que la méthode n'était pas bonne et ne respectait pas les textes. Il y a beaucoup de bisbilles même donc au sein de la fédération. Ce sont des choses qui ne sont pas de nature à rasséréner et à galvaniser avant des rendez-vous comme celui qui commence le 9 janvier prochain, donc la CAN, Coupe d'Afrique des Nations. C'est pas bon que dans le groupe qui part, c'est vrai il y a les joueurs qui auront à donner tout sur un terrain, mais il y a ce qui se passe hors du terrain qui influence et qui pourrait avoir un impact négatif. Donc je voulais saluer déjà l'évolution de ce dossier-là. Et puis j'ai dit j'avais deux avant-propos. L'autre avant-propos, on est
à la fin de l'année. Et qui dit fin d'année, ça rime avec beaucoup de dépenses, hein, quoi qu'on dise. Et souvent, le citoyen lambda qui va vers sa banque pour avoir ceci ou cela. Mais il y a l'un des services banquiers qui, moi, l'interpelle. C'est la question des GAB, les guichets automatiques que nous avons. Très souvent, ils ne sont pas fonctionnels, ou bien en fait ils ne sont même pas approvisionnés. Vous vous retrouvez dans des situations où vous allez faire plusieurs GAB, vous allez être obligé d'aller au centre-ville ou carrément au siège pour pouvoir avoir de l'argent. C'est pas normal, puisque aujourd'hui ils ont obligé plus ou moins leurs clients à aller vers cela. Pour ce qui est de certains montants, vous ne pouvez même pas passer à la caisse. C'est des facilités qui sont offertes, mais il faudrait que à ces facilités et ces alternatives-là, les moyens suivent. Sinon, ce n'est pas sérieux. Et ça, il faut le dire, la plupart des banques se retrouvent dans ce petit jeu-là. Et c'est vraiment pas sérieux. Quand vous avez un long week-end, vous avez une longue fête, c'est difficile de pouvoir s'approvisionner à côté de chez soi, même quand il y a un GAB. Vous allez devoir faire le tour de la ville pour pouvoir avoir le peu, ou quand vous avez des urgences. Et je trouve que c'est pas honnête de leur part, parce qu'ils sont dans la mesure de contrainte vis-à-vis de leurs clients, sans mettre toute la mesure pour pouvoir absorber la demande ou les demandes de ces clients-là, ce qui n'est pas normal. Et même quand vous regardez, il y a un autre problème aussi qui va venir, parce qu'aujourd'hui le Burkinabé moyen, lambda, salarié ou pas, quand arrive le moment de toucher sa paye ou quoi que ce soit, il veut aller jusqu'aux petites coupures, parce que le salaire c'est jamais aussi c'est jamais du rond. Mais très souvent il y en a qui ont ce problème là, parce qu'ils doivent aller au guichet, parce que bon, il y a l'impossibilité d'aller à la caisse, il faut atteindre un certain niveau pour pouvoir passer à la caisse. Donc il faut chaque mois espérer que bon, il y ait le report pour qu'il atteigne des sommes rondelettes qu'il puisse retirer. Je crois que ça aussi, il y a à repenser à leur niveau pour qu'il y ait un genre de solution qui soit trouvée, notamment au niveau des petites coupures. Donc mais mon coup de gueule commence déjà par la question des GAB et de leur fonctionnement. Et ça, il faudrait qu'ils le règlent, d'autant plus qu'on a période de fête. Merci, messieurs les juges, pour ces différentes interpellations. Nous allons également faire un clin d'œil à l'équipe de réalisation de cette émission, aussi bien à la télé et à la radio, qui nous permettent d'être ensemble du lundi au vendredi sur le coup de 8 heures sur les médias leaders Truth TV et Watt FM. Le forum sur la réconciliation nationale ne se tiendra plus en janvier 2022. L'information a été donnée hier par le ministre Zéphirin Diabré. C'était lors d'une séance de travail avec le chef de file de l'opposition politique, Eddy Kombo. Alors, juge Bougman, est-ce un coup ou un scoop ou un report prévisible? Bon, le report, pour ceux qui étaient initiés, c'était plus ou moins prévisible. Maintenant, les uns et les autres épiloguaient beaucoup plus sur les succès de l'initiative en tant que telle. Ce n'est pas tant le report, mais est-ce que ça va marcher? Est-ce que ça allait être bien? Parce qu'il y a une opposition qui s'est désolidarisée à un moment donné. Il y a effectivement d'autres questions qui ne sont pas encore réglées. Et puis bon, il n'y a que des hommes politiques aussi ont politisé cette affaire et ça ne facilite pas les choses. Et à côté de ces forces-là, il y a une société civile qui entend tirer parti, mais beaucoup plus. Et même cette société civile, elle n'a pas la même façon de contribuer. Entre ceux qui veulent contribuer sérieusement et ceux également qui viennent pour... au nom de la réconciliation nationale, tenir des activités, avoir un peu d'argent. On se rappelle que le ministre Diabré était obligé par 2 fois d'écrire pour dire qu'il n'y a pas d'argent ici, pour que les uns et les autres puissent se ressaisir. Mais il est arrivé là, pourquoi? Parce qu'à un moment donné, ça devenait trop. Donc au nom de la réconciliation, les gens avaient trouvé d'autres formes de contribution. Donc pour revenir effectivement à votre question, donc, étant donné que l'opposition s'est désistée pour le moment ou a suspendu, voilà. Et avec ce qu'il y avait sur le terrain, les uns et les autres se demandaient est-ce que si le forum se tient, le forum va porter en lui la promesse, les fruits, est-ce que les fruits seront à la hauteur de la promesse des fleurs? Est-ce que ça ne va pas être unilatéral? Est-ce que ça va marcher? Comme Blaise l'avait fait, puis ça n'a pas marché. Donc la grosse interrogation était à ce niveau. Et donc, je pense que la décision sage, c'est quand on parle de réconciliation, ça prend du temps. Parce que c'est des problèmes que des gens vivent depuis 39 ans, depuis 35 ans, depuis 30 ans, depuis 20 ans. Donc en quelques mois,
c'est pas évident de trouver une formule suffisamment efficace pour régler tout ça en un temps record, sans faire encore de frustrés ou davantage de frustrés, comme je rappelle Blaise l'avait fait dans les années 2000, après l'affaire Norbert Zongo. Et la suite aussi, on la connaît. La conséquence, c'est que ces mêmes problèmes rattrapent aujourd'hui. Donc ici, je pense que le choix qui a été fait est un choix qui est sage et qui est réaliste. Parce que j'imagine une opposition sans le chef de file de l'opposition qui a à sa tête le président du CDP, dont le président fondateur est soit burkinabé en fonction des événements, soit ivoirien en fonction également des événements, mais qui continue aussi comme on appelle ça, d'écrire des lettres pour envoyer dans son parti, qui a aussi besoin aujourd'hui de se réconcilier lui-même avec certains de son parti. Donc, un parti qui gère la majorité, dont le président d'honneur est dans un autre pays, qui attend aussi de rentrer. Donc, il y a tout ça à régler d'abord. Donc, je pense que l'un mis dans l'autre, il faut prendre le temps qu'il faut, mais je pense aussi qu'il faut aller avec la démarche qui va. Il ne faut pas aller pour aller. D'accord. Alors, l'opposition politique qui suspend sa participation à cette instance-là, on a le procès Thomas Sankara qui, en tout cas, est un procès marathon dont l'issue est jusqu'à présent inconnue au regard de ce qu'on a comme personne ou témoin à écouter. Il y a également, quand on voit tous ces ingrédients, pour beaucoup, il n'y a pas de surprise. Il fallait forcément aller vers un report. Ablasse Ouedraogo sur ce plateau même l'avait prédit. Alors, il faut dire que c'est une décision qui s'imposait visiblement. C'est clair, parce que quand on écoute le président de Faso, toujours il dit quoi? Vérité, réconciliation, c'est-à-dire qu'on voit le triptyque. Et justice, vérité, réconciliation. Sur la question de la justice, il y a beaucoup de dossiers qui ne se sont pas encore achevés. C'est vrai qu'on ne va pas attendre que tout soit élagué, mais je pense que l'argumentaire de Ablasse Ouedraogo, quand vous regardez dans la façon dont les choses sont en train de se passer, a vraiment tenu. Parce que sur certains dossiers forts, on n'a pas vraiment, disons, avancé. Et puis, il y a pour moi aussi le contexte dans lequel nous sommes. On réconcilie les gens dans un contexte aussi apaisé. Aujourd'hui, ceux qui nous attaquent, quand on regarde les enrôlés, c'est des Burkinabés. Donc c'est dans ce contexte-là qu'on est aujourd'hui, à compter toujours nos morts, à avoir par exemple, comme la dernière fois, des moments comme Inata, c'était pas le moment de venir prêcher une réconciliation ou de venir donner un calendrier en la matière, lorsque la tête du président était même demandée. Donc on est dans ce contexte-là. Donc je dis ça donne aussi le là de tout. Tout doit s'arrimer donc à ça, la question de réconciliation. Aussi. On se rappelle qu'à un moment donné où il y avait un genre de, on dirait accalmie, parce que l'accalmie de son sens étymologique est un calme passager. Aujourd'hui on sait que c'était passager dans tous les cas. Lorsqu'il y avait accalmie à un moment donné, il y avait, vous vous rappelez en juin, le ministre même de la réconciliation, Zéphirin Diabré, qui avait animé un point de presse, qui donnait ce qu'il allait avoir comme feuille de route concernant cette dynamique-là. 24 mai, donc quelques jours avant, il y avait le CNOS qui avait été adopté en Conseil des ministres, le Conseil national d'orientation et de suivi, notamment concernant cette dynamique de réconciliation-là. Il y avait aussi le contenu de son travail, comment il devrait être composé, parler d'une centaine de personnes avec des experts et tout. Voilà, et il disait un peu comment aussi ça allait être étalé dans le temps, et il projetait que ce forum-là se tienne dans le dernier semestre du mois de l'année 2021, ce qui n'a pas prospéré. On est parti au premier mois de 2022, ce qui aujourd'hui ne prospère pas. Ça veut dire que au gré aussi de ce qu'on aura comme évolution sur le plan sécuritaire, eh bien la question de réconciliation viendra avant ou après. Ça, je pense que ça sera comme ça. On a eu Solane, on a eu Inata. Quand vous avez eu Solane, je ne pense pas que ce soit la question de réconciliation qu'on a commencé à mettre en avant. Quand il a commencé à avoir Inata, ce n'est plus la question de réconciliation nationale qu'on met en avant. Parce que aussi, et ça il faut le dire de façon très claire pour ne pas répéter ce que Bernard a dit, on en a fait une question foncièrement politique, où la réconciliation, on a l'impression que ça se résume au retour de certaines personnes ou à certains dossiers. Du coup, ce qu'on a connu comme histoire récente ou lointaine, dans lesquelles des Burkinabés qui ne sont pas aussi connus ont
eu à vivre des turpitudes et continuent de garder les maîtrisses, se sentent un peu laissés pour compte, dont les dossiers pour eux sont encore dans les histoires de H-Kroon et autres, à part les quelques, les quelques audiences que le ministre daigne accorder à ces derniers. Ils attendent tous pour voir qu'est-ce qui va se passer de façon plus concrète les concernant. Donc du coup, on a un ministère plein, c'est vrai, qui travaille et qui fait ce qu'il peut, mais dans un contexte qui aujourd'hui est très difficile. Quand vous regardez, récemment, pour la même question sécuritaire et le manque de résultats probants pour ce qui est de l'ancien gouvernement, qu'est-ce qui a été demandé? Jeter le bébé avec l'eau du bain. Donc, dans ce cas de figure, même le ministre en charge de la question de réconciliation nationale, son travail et sa suite est en pointillé. Donc je crois que c'est la réalité du contexte dans lequel on est qui fait que on est dans l'obligation quelquefois de ces rapports. Maintenant, comment je regarde, on vient, on rencontre le chef de file de l'opposition politique et puis juste après, on nous annonce que bon, ça sera reporté et on espère qu'ils reviendront à la table des discussions parce qu'ils avaient suspendu au regard d'un certain nombre d'éléments leur participation à certains rendez-vous. Mais je ne pense pas que ce soit ça le problème de fond. Ce soit le fait que récemment, l'opposition ait quitté la table, que ce rendez-vous-là ne se tient pas. Il y a que la patrie a été ramenée vers et recentrée sur d'autres sujets. Et ça, c'est la réalité. Alors, pour la réussite du processus qui nous conduira vers la réconciliation nationale, il faut une forte adhésion de tous les Burkinabés, toutes les couches socio-professionnelles. Mais à ce niveau également, il y a problème. Quand on regarde aujourd'hui, au lendemain, en tout cas après l'annonce de ce report-là, les débats même sur l'intérêt de cette réconciliation nationale, c'est une fois de plus posé. Est-ce que c'est même pas là le premier enjeu pour Zéphirin Diabré? C'est un enjeu pour M. Diabré, mais je pense qu'il y a une réalité qui est là. Les Burkinabés ont besoin de se parler. Ils ont besoin de se parler et de connaître la vérité sur certains dossiers. Vous savez, j'avais donné à l'occasion des 39 ans de sa disparition les conditions dans lesquelles Nézien Badembié, par exemple, est parti. Il a été présenté au cours d'une conférence de presse, d'un point, qui a été fait aux diplomates et à l'ensemble des Burkinabés en son temps voltaïque à l'issue du coup d'État de novembre 82, présenté comme quelqu'un qui était en train de fuir et qui a été abattu pour tentative de fuite. Et c'est Jean-Baptiste Ouedraogo en son temps, président, qui a présenté les faits en disant que le coup d'État a fait 5 civils, a fait 5 morts, dont un militaire, et c'est le lieutenant-colonel de gendarmerie Nézien Badembié, mais qui a tenté de fuir, ce qui est faux. Parce que ce n'est pas vrai, ce n'est pas comme ça, ce n'est pas dans ces conditions qu'il a été tué, parce qu'après, toutes ces choses ont été connues, celui qui a tiré, comme les circonstances dans lesquelles les choses se sont passées, pour quelqu'un qui avait trouvé refuge dans les locaux de l'ambassade de France, et dont les autorités voltaïques, donc devenues burkinabés en son temps, ont rassuré qu'il n'y aurait pas de problème, et qui après est abattu. Bon, donc ça, par exemple, c'est pas vrai. Et pour l'histoire du Burkina, parce que c'est dans l'histoire, dans les livres de l'histoire du Burkina, ça demande une rectification. Et puis il y a d'autres crimes dans ces mêmes conditions, qui demandent à être élucidés. Les étudiants ont besoin de savoir comment réellement Dabou Boukari, par exemple, est mort. Des langues se sont déliées, les circonstances de sa mort dans les locaux du conseil ont été données. Peut-être que la famille sait maintenant, peut-être, je dis peut-être, mais il y a des cercles qui savent comment est-ce que c'est arrivé et qui l'a fait et donc comment est-ce que, voilà, et après, pourquoi le corps se retrouve hors de Ouaga pour être enterré. Les étudiants burkinabés ont besoin de savoir ça. Ça, c'est la vérité des faits. Que ça passe par la justice classique, transitionnelle, justice ou pas, mais ça c'est la vérité des faits qui mérite d'être connue et consignée dans les annales de l'histoire. Dans ce procès, il est question d'un rendez-vous de 20 heures, nié ou maintenu selon que l'on soit dans l'un ou dans l'autre camp. Est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est faux? C'est la vérité des faits. Dans ce même procès, des gens visiblement accusés qui pour l'honneur du treillis devait dire « je plaide coupable ». On plaidait non coupable. Mais à l'intervention des témoins, monsieur est confondu, il y en a qui s'asseyent parfois, qui attrapent la tête, qui sont assis.
Vous regardez, vous ne voyez plus le soldat burkinabé. Non, c'est pas ça. Donc, pour l'honneur du béret, du treillis, mais vous dites, mais... Et puis ce sont nos officiers supérieurs comme ça qui ont géré pendant un certain moment. Mais les Burkinabés ont besoin effectivement de cette vérité-là. Et ça, c'est la vérité, je dis bien, des faits. Et après cela, maintenant, les familles ont besoin de penser leur plaie. Et ça aussi, c'est une démarche qui est normale. Mais maintenant, quand on n'est pas concerné et on apprécie de loin, on n'a pas idée de ce que cela, de ce qu'on ressent, de ce que l'autre ressent comme douleur. C'est pourquoi je comprends l'attitude de certains Burkinabés qui disent il n'y a pas de problème entre les Burkinabés. Ah, ils ont raison. Hein? Parce que quand vous avez eu la chance d'écouter des gens, vous savez, il y a des problèmes, il y a des torts que les Burkinabés ont subis, dont ils n'ont jamais parlé. Ils n'en ont jamais parlé. Certains, pour la première fois, ont accepté de parler quand M. Diabré a été nommé ministre. Au Ashkourou, il y en a qui ont même refusé d'y aller. Ils disent, crois pas. Ils ne sont pas allés. Et ça leur ronge de l'intérieur. Ils vous racontent, si vous ne faites pas attention, vous deux, vous allez larmoyer ensemble, quoi. Par moments, ça arrive. Il faut écouter certains. Donc, moi, je comprends les autres aussi qui disent il n'y a pas un problème entre les Burkinabés. Ils n'ont pas vécu des choses. Ils ne savent pas ce que les Burkinabés actuellement, soit qui sont tombés du pouvoir ou qui sont au pouvoir, ont fait des Burkinabés. C'est inhumain, je vous dis. Donc, moi, je peux comprendre cette lecture-là. Mais dire qu'on n'a pas un problème de réconciliation à faire, c'est se tromper. Après toutes ces années vécues, toutes ces années d'exception, où des gens ont connu l'exil, des foyers ont été brisés, des enfants ont été séparés de leurs parents pendant longtemps. Pendant que je parle, je pense à une. Non, mais c'est pas bien. Hein? Faut pas leurrer. On a besoin de nous parler en vrai et de nous réconcilier de façon sincère. Mais Blaise a fait le faux pardon. La suite, on la connaît. Ça a été rattrapé. Il y a une journée de réconciliation, une journée fériée qui a été engagée comme journée de réconciliation. Est-ce qu'aujourd'hui elle est respectée? Quand Blaise a quitté le pouvoir, c'est tombé. Plusieurs personnes n'y croyaient. Ah mais non, on n'escamote pas. Donc on a besoin de connaître la vérité des faits pour établir les choses dans leur base historique. Deuxièmement, des gens ont besoin maintenant de dire, bon, on pardonne. Parce qu'il y en a qui disent, nous ne demandons que réparation. On ne demande même pas autre chose. On n'a même pas esté en justice parce qu'on n'avait pas aussi la capacité d'ester en justice. Toutes les familles n'avaient pas aussi la capacité d'ester en justice pour ce qu'ils ont subi et ce qu'elles ont subi. Et là, il faut reconnaître. C'est pourquoi le Ashkourou dit, pour les questions liées au crime de sang politique, il n'y a pas de prescription. Le Ashkourou l'a dit. Parce qu'il y a des familles qui disaient en son temps, nous n'osons même pas. Pour la survie, la madame dit, pour la survie des enfants là, je n'ose même pas. Je n'imagine même pas porter plainte. Donc je ne le fais pas. Et je ne l'ai pas fait. Donc il y a des dossiers dont on parle, mais il n'y a pas de suite judiciaire parce qu'il n'y a pas une plainte formelle qui a été déposée. Les Mbadimbi, c'est pareil. En plus des autres dossiers, Boukari, Henri Zongo, Boukari Lengani, je ne crois pas qu'il y ait des dossiers judiciaires qui soient formellement déposés. Donc, c'était ça aussi. Donc, la réalité aussi, elle est là implacable. Donc, il ne faut pas qu'on se dise... Maintenant, si je pense, c'est beaucoup plus la sincérité de la démarche et la sincérité des acteurs. Les acteurs peuvent être sincères et se tromper dans la démarche. Ça peut, si le processus n'est pas bien enclenché, ça va réveiller les vieux démons. Maintenant, si le processus est bien conduit, c'est bon. Si les acteurs aussi sont sincères entre eux, c'est bon. Mais s'il n'y a pas de sincérité dans la démarche, ni de sincérité des acteurs, ça ne va pas marcher. Et donc moi, c'est beaucoup plus ces questions-là que je regarde. Est-ce que ceux qui sont devant sont sincères? Est-ce que je ne sais pas. Au grand oral du chef de l'État, il dit, pour le retour de Blaise Compaoré, tout est prêt, y compris la part dans l'appartement dans lequel il doit loger. C'est les proches là qui ont dit de patienter. Un chef de l'État a donné 6 mois. Donc tout porte à croire qu'il avait tiré son délai. Je ne sais pas si la maison dont il parle est finie dans les 6 mois ou c'est après les 6 mois, mais quoi qu'il en soit, il dit que ce n'est plus à son niveau. Les gens ont dit de patienter. Patienter pourquoi? Pourquoi? C'est leur choix. Et c'est leur choix libre. Et ils sont libres de rentrer quand ils veulent. Toujours est-il que selon le chef de l'État, ils peuvent rentrer. Maintenant, le reste,
c'est leur choix. On ne peut pas aussi leur dénier cette liberté de choix. Donc, à côté, il y a ces choses-là maintenant. Donc, si les uns et les autres ne sont pas sincères dans la démarche et dans le processus, j'ai dit bien, ça ne va pas marcher. Mais dire que les Burkinabés n'ont pas de problème, comme si les problèmes des Burkinabés se résumaient à la famille Compaoré, Sankara, c'est se tromper. Et ça, moi, je ne suis pas d'accord. C'est leur production, moi, je respecte. C'est leur choix. Ils ont leurs arguments, moi, je respecte. Mais j'ai dit, pour avoir été au contact de certains faits, de par mon métier, je pense qu'on a besoin de le faire. D'accord. Alors, quand on parle de réconciliation nationale, la question figure parmi les priorités du président Roch Kaboré, notamment dans son second quinquennat. Cela s'est matérialisé par la création d'un ministère plein aujourd'hui géré par Zéphirin Diabré. Mais au-delà de ces actes forts-là, pour beaucoup, le chef de l'État ne porte pas suffisamment la question de la problématique, la question de la réconciliation nationale. C'est le reproche qui est fait. On estime qu'il n'y a pas suffisamment de volonté politique. Non, je crois que ça aussi, on peut faire des critiques, mais il y a des choses qu'il faut quand même reconnaître. Avoir un ministère plein dédié à la question, rattaché directement à la présidente du Faso, je ne pense pas qu'il y ait acte d'engagement plus fort. Maintenant, il y a toute la latitude qui a été laissée à quelqu'un, qui a rejoint d'ailleurs, nous disons, la partie majorité pour la question des réconciliations en tant que mission. Et je pense que Zéphirin Diabré, en prenant cela, il a pris le gage d'avoir les coups de France. Et jusqu'à preuve du contraire, je crois qu'il a les pleins pouvoirs sur la dynamique qu'il veut impulser. Et il est sûrement soutenu par le président du Faso. Maintenant, il y a une vision qui est partagée. Et quand on écoute Zéphirin Diabré, tout comme quand on écoute le président du Faso, c'est ce qui demeure. Il y en a qui parlent de justice transitionnelle, qui parlent d'un certain nombre d'éléments et tout. Mais la ligne, elle est très claire. C'est une vérité. La justice classique là, va jouer son rôle. Et puis, on va parler aussi de réconciliation. Après, il ne s'agira pas de passer les choses par perte de profit et puis trouver un juste milieu, des petits rapprochements, faire du maquillage et puis avancer. Il faut que la justice, sur certains dossiers, puisse dire ce qui est. Et après, on pourra passer à autre chose. Il ne s'agira pas d'exempter les uns et les autres de leurs responsabilités vis-à-vis de l'histoire et relativement à leurs actes. Je pense que ça, jamais le président du Faso, dans tout son mandat là, avec les questions qui ont été posées là-dessus, n'a tergiversé. Donc là-dessus, il y a la vision qui est claire. Maintenant, il y a, je dis, le contexte qui, quelquefois, met certains sujets en second plan. Quoique, la question de la réconciliation a été l'engagement premier du président du Faso pour ce mandat-là. Donc, il est vraiment très attendu là-dessus. Mais il y a le contexte aussi et les réalités qui peuvent faire que, bon, quelquefois, on a l'impression qu'il n'y a pas la célérité qu'on veut. Mais pour moi, ce n'est pas seulement que la réconciliation, il faut voir des dates de forum, il faut voir des dates de ceci ou de cela. Quand on a vu le travail qui a été fait par, je sais pas, c'est une commission Vérité, Justice, Réconciliation avec le H-Croon et autres, lorsqu'on parlait même de ces questions de réconciliation, on parlait de quoi? Plus de 200 crimes. De 200 comment on appelle ça, de crimes de sang, 201 crimes de sang. Quand on prend le nombre de crimes économiques, on a plus de 1200, c'est plus de 5000 dossiers qui sont traités. Donc ce n'est pas que le nombre de personnes que nous connaissons là et qui sont souvent citées dans les journaux, dont on fait l'anniversaire par exemple de l'attente de la vérité. C'est pas que ça. Il y a beaucoup de Burkinabés qui ont subi des choses inimaginables, qui attendent aussi qu'on ait la vérité sur ce qui est en train de se passer. Maintenant, je suis d'accord que chacun a sa vision de la chose. Quand on parle de comment se réconcilier, certains viennent nous dire non, il faut qu'on se dise la vérité. La justice classique là, ne peut pas résoudre les choses parce qu'elle va nous mettre dans une situation plus difficile. C'est même pas sûr qu'après on ait la vérité et c'est même pas sûr que ça se termine un jour pour ce qui est de certains dossiers. Comme si on a une certaine volonté de certains de ne pas répondre des actes qui leur sont reprochés. Non, ça ne peut pas se passer comme ça. Et quelquefois, on cite les raccourcis de certains pays qui ont eu, par exemple, à expérimenter certaines méthodes. Mais là-bas, la justice était laminée. C'est-à-dire qu'ils ont connu une histoire, ils sont arrivés à un moment donné où, c'est-à-dire que l'État même n'existait presque plus, où
vous cherchez l'argent, le fonctionnaire même de l'État qui a en charge certains compartiments de la vie de l'État, ça n'existe plus, ne cherchez pas un magistrat. Donc à un moment donné, il fallait reconstituer tout ça, et c'est comme ça qu'ils ont décidé d'aller, mais avec un dénominateur commun qui était celui de la franchise, où on a vu le bourreau qui raconte ce qui s'est passé, qui pleure et qui demande pardon. Regardez nos procès qui sont en train de se faire aujourd'hui ici. Vous voulez que Mousbila Sankara, il pardonne à qui? Qui a reconnu qu'il lui a fait quelque chose? Même ceux qui l'ont reconnu, qui sont venus dans sa cellule là, disent ne jamais être passés là-bas. Vous voulez que la veuve Sankara pardonne à qui? En fait, il ne peut pas avoir de réconciliation sans qu'il y ait un minimum de vérité et que des gens, des visages assument ce qu'ils ont eu à faire. Sinon, ça sera comme disait, c'était quoi, c'est le sage, non, dans son écrit là, le diable boiteux. Il dit, on nous réconcilia, nous nous embrassâmes, et depuis ce temps, nous sommes des ennemis mortels. C'est tout le jeu de l'hypocrisie. S'il faut en faire un folklore, ça ne va pas avoir les résultats qui doivent être ceux qui sont attendus. Et puis on est dans un contexte. On pense que quand on parle de terrorisme, on parle de personnes qui se font enrôler, il faut voir ça comme ça d'une vue de l'esprit. Qu'est-ce que Burkinabé nous sommes fait entre nous pour qu'il y ait des personnes qui se trouvent des moyens de partir de l'autre côté, mais si ce n'est pas qu'ils ont été déçus, si ce n'est pas qu'ils pensent qu'ils ont été laissés pour compte, si ce n'est pas qu'ils pensent qu'il y a une justice pour les gens, si ce n'est pas qu'ils pensent qu'il y a un développement qui concerne certaines personnes, c'est ça le problème. Si on n'est pas franc avec nous dans la démarche qu'on est en train d'entreprendre, si on n'est pas honnête avec nous dans la démarche qu'on est en train d'entreprendre, si on pense que tout est calcul politique dans le jeu des intérêts, on va faire un contenant qui sera faux. Et le contenu, vous savez, demander à quelqu'un de manger dans un récipient qui est dédié à autre chose, quand il regardera, il vous demandera pourquoi vous me servez dedans. Ce n'est plus la qualité du plat qu'il regarde, c'est déjà même le contenant. Si ce qu'on est en train de faire comme maquillage, tout ce qu'on est en train de faire n'est pas bon, ça ne donnera rien de bon. Je pense que quand on parle de réconciliation, c'est le rapprochement sur la base d'une sincérité et puis d'une vérité. Si celle-là, il n'y a pas, il ne faudrait pas qu'on se leurre, on n'arrivera pas au résultat pour bon. D'accord. Alors il y a l'évolution des dossiers en justice, on l'a dit. Il y a aussi l'implication des acteurs politiques. Tout à l'heure, juge Bougma, vous avez rappelé l'opposition qui a suspendu sa participation à ces instances-là. Mais est-ce qu'en réalité, ce n'est pas la situation sécuritaire qui dicte le chronogramme? Est-ce que ce n'est pas là tout le problème? Non, c'est la franchise. Je dis bien, c'est la sincérité des acteurs. Parce que la question sécuritaire est politisée. Donc je vois beaucoup plus de la politique là-dedans. Et moins de sincérité, parce que c'est deux démarches de mon point de vue qui sont différentes. Deux démarches, je dis de mon point de vue, qui sont différentes. Parce que aboutir au processus, si le processus de réconciliation aboutit, je dis bien dans la sincérité de la démarche, la lutte contre le terrorisme peut continuer et doit continuer. De mon point de vue, le lien n'est pas très... Même s'il y a une partie de nos problèmes que nous vivons, c'est lié à ce passé-là, je ne pense pas que la suspension en elle-même soit un problème. Maintenant, la démarche de l'opposition, c'est une démarche qui s'inscrit dans le sens de la cohérence de sa position. Position également qu'elle a prise pendant les États généraux sur l'éducation. C'est la même chose, c'est le même choix. Et en son temps, j'avais dit, c'est l'histoire qui va juger. Pour donner raison à l'opposition ou donner raison à ceux qui ont tenu ces états généraux, comme l'histoire a donné raison à Thomas Sankara sur la réforme du système éducatif, parce qu'en son temps, des gens ont rejeté. Avec des vrais arguments. Il a été battu en brèche, il a laissé tomber. Plus de 30 ans après, le Burkina se retrouve qu'il faut réformer encore son école. Le rendez-vous, les Burkinabés encore ont refusé compte tenu des raisons sécuritaires, mais c'est l'histoire qui va juger. Mais maintenant, par rapport au processus de la réconciliation, qu'est-ce qui coince pour que, effectivement, le lien puisse être mis avec le contexte sécuritaire? Parce que c'est sur la base des faits qu'on traîne depuis des années. Le dossier de Thomas Sankara, c'est, je crois que c'est 34 ans après, non, qu'il est ouvert. 34 ans après que des gens ont torturé des gens. Et ils viennent dire qu'ils n'ont rien fait. Il a fallu maintenant les témoignages qui confondent des gens qui sont assis, toute honte bu, avec tout ce qui va comme gêne, et vous ne savez pas quoi dire. Ce lien avec le terrorisme actuellement, je ne le vois pas.
Que les gens partent, ça c'est effectivement pour éplucher les dossiers, pour voir est-ce que. Mais maintenant, comme ce sont des hommes politiques qui portent la démarche, je pense que c'est ça aussi le problème. Parce que ceux qui vont aller s'asseoir ne verront pas M. Diabré, ils verront l'UPC. Ils verront notre ancien camarade qui était à l'opposition avec nous il y a quelques mois, qui est aujourd'hui à la majorité. Est-ce que ceux qui vont aller là vont pouvoir se départir de ces œillères-là pour voir que celui qui est assis, c'est beaucoup plus un acteur pour la réconciliation entre les Burkinabés, plutôt qu'une démarche politico-politicienne, parce que ça a été résumé en démarche politico-politicienne. Et comme Geoffroy l'a dit au début, les gens ont résumé ça aussi à retour d'exilés. Et si vous résumez ça à retour d'exilés, c'est politico-politicien, puisque les exilés sont des hommes politiques. Ceux qui sont traqués pour être tués, qui sont traqués pour X ou Y raison, il y en a qui ont commencé effectivement à revenir. Deux sont déjà revenus. Après 2000, après la journée de la réconciliation de Blaise, il y en a qui sont rentrés. Et qui après ont eu des problèmes. Mais certains ont refusé de rentrer. Et ça a continué jusqu'à ce que l'insurrection arrive. Des gens sont rentrés. Mais tout dernièrement, on présentait un des frères de Sankara, plus de 30 ans, qui était totalement dépaysé parce qu'il vient de rentrer. Parce qu'il avait fui. Il avait quitté le pays lui aussi. Donc, mais ces gens-là, votre affaire c'est des exilés, il n'est pas concerné par ça. Maintenant, il y a des gens qui sont à Abidjan, qui sont ici, qui attendent. Parce que parmi eux, il y en a qui sont condamnés aussi devant la justice burkinabé, qui doivent venir répondre. Il y a d'autres qui sont, par exemple, au Canada, qui attendent aussi de rentrer. Pas condamnés, mais qui craignent qu'à leur retour, il y ait ci, il y ait ça. Donc ce sont ces messieurs-là qui ne facilitent pas, je dis bien les choses. Parce qu'ils ont rendu ça politique. Et pour certains d'ailleurs, si M. Diabré réussit son processus, il gagne des points politiques. Et s'il faut faire en sorte qu'il ne les gagne pas, il faut faire en sorte qu'il ne les gagne pas. Si le MPP réussit la réconciliation dans une vraie dynamique et que c'est bon, ce sont de vrais points politiques et c'est historique. S'il faut faire en sorte que ça n'arrive pas, il faut faire en sorte que ça n'arrive pas. Certains aussi sont dans cette démarche. Il y a d'autres qui disent, si ceux-là vont être à la même table que nous pour parler, moi je ne parle même pas là-bas. Donc, c'est question de personnes, de partis politiques, on n'a pas encore réglé. Donc, je ne suis pas étonné que tous les arguments soient bons politiquement pour justifier des actes qui touchent à un moment donné l'intérêt supérieur de la nation. Mais comme on a tout politisé, on fera avec les résultats également qui vont être issus, parce que c'est ce que nous allons planter comme fruit pour atteindre la réconciliation, ce que nous allons récolter. Alors que faut-il pour relancer la machine de la réconciliation nationale? Nous allons en tout cas suivre de près cette actualité-là, mais nous allons continuer, je dirais, l'échange sur ce plateau sur la même question, dialogue politique et cohésion sociale, mais cette fois-ci en Côte d'Ivoire, où le parti de Laurent Gbagbo, le PPACI, a plaidé pour le retour des exilés politiques, notamment Charles Blé Goudé et également Guillaume Soro. Alors cette demande-là rentre dans le cadre du dialogue politique en cours en ce moment. Alors juge, votre regard sur, je dirais, ce préalable-là, est-ce qu'il est justifié ou bien il va constituer un point de blocage pour ce qui est envisagé? Il va, c'est vrai, constituer un point de blocage justifié. Bon, moi je ne vais pas aller jusqu'à émettre ce jugement-là, mais je veux dire que ça se comprend. C'est logique. Parce que ça vient quand même du camp Laurent Gbagbo. Il a passé tout ce temps à la CPI-là avec Charles Blé Goudé. Et si Charles Blé Goudé y est, c'est bien pour avoir partagé les convictions de Laurent Gbagbo. Donc ça serait un genre de trahison pour lui que de faire fi de toutes ces années-là de lutte avec ce jeune homme. Et puis, je me dis aussi... c'est un calcul aussi qu'ils font politiquement. Aller aujourd'hui à un dialogue en excluant certains messieurs qui sont devenus aussi, quoi qu'on dise, des gens qui pèsent dans la politique ivoirienne, pas en termes de décision, mais en termes d'engagement. Vous prenez la COGEP de Blé Goudé, Charles Blé Goudé, c'est structuré et ça pion sur lui en Côte d'Ivoire. Vous connaissez bien aussi quelqu'un comme Soro Kibafori Guillaume, c'est quelqu'un qui a ses sympathisants et dont la parole porte aussi en Côte d'Ivoire. Maintenant, comment parler d'un dialogue
aller à une dynamique d'apaisement dans le pays en occultant le fait qu'il y a, par exemple, Charles Blé Goudé qui attend, depuis son acquittement à La Haye, un simple passeport et une autorisation pour entrer, puisque tous deux, lui et Gbagbo Laurent, ont été acquittés en même temps. Et quand vous prenez le cas de Soro Kibafori, il a tenté de rentrer au pays, mais il en a été empêché. Les deux qui sont dehors, ils sont condamnés à des peines de prison. Vous prenez Soro Kibafori, c'est pour atteinte à la sécurité de l'État, complot. Vous prenez le cas de Charles Blé Goudé, c'est pour, je pense, viol, agression et autres types de chefs de ce genre-là. Ils ont occupé, je pense, 20 ans chacun. Donc, s'ils viennent, ils risquent fort d'avoir des heures difficiles. Parce qu'ils seront sûrement arrêtés puisque il y a une décision sur leur tête. Ils n'ont pas le même statut que Gbagbo Laurent qui lui est ancien chef d'État. Quand il est rentré, ça a été préparé, c'était plus délicat. Maintenant, comment est-ce que le camp Gbagbo peut aller aujourd'hui à des discussions tranquilles sans penser à ces messieurs-là, avec lesquels ils ont fait front commun à un moment donné pour dénoncer la volonté du président actuel, Alassane Ouattara, de faire un 3e mandat. C'est vrai qu'aujourd'hui, Alassane est dans un genre de confort, mais chacun est en train de penser à l'après Alassane, parce qu'ils se disent, est-ce que ce monsieur-là peut faire encore un 4e mandat? Ça sera véritablement difficile et ça risque d'être fortement désavoué. Dans ce cas de figure, chacun est en train de préparer son fusil d'épaule. Et il y a une opposition qui a envie de faire front et qui ne veut négliger aucune force et ratisser assez large pour être assez blindé face à un ennemi commun qui est quand même assez fort. Alassane Ouattara les a manœuvrés au corps depuis maintenant plus d'une décennie. Ils ont compris que celui qu'ils pensaient être novice en politique, pas vraiment celui qu'il fallait craindre, leur a montré qu'il tient les choses et très bien d'ailleurs. D'accord. Alors, Laurent Gbagbo, qui s'érige en avocat des exilés politiques, son parti plaide pour le retour de certaines figures de proue de la scène politique ivoirienne, notamment Guillaume Soro et, on l'a dit, Charles Blé Goudé. Est-ce que cette requête-là peut prospérer au regard de ce qu'on a comme contexte politique en Côte d'Ivoire? Bon, c'est possible, parce que tout dépend des facteurs. Mais bon, c'est pour Blé Goudé que, par exemple, on ne comprend pas. Puisqu'il est condamné en Côte d'Ivoire comme Gbagbo, qui ne purge même pas d'ailleurs sa peine. Il a été blanchi au niveau de la CPI. Bon, monsieur attend son passeport pour entrer, il n'arrive pas. Donc, c'est difficile à comprendre. Bon. Donc, maintenant, tout porte à croire qu'il est empêché de rentrer. Ce n'est pas lui qui ne veut pas rentrer. Alors, Soro lui dit, je veux venir, on m'empêche de rentrer. Mais bon, je pense que lui, il est aussi dans l'activisme, dans la victimisation. C'est aussi l'une des forces de Soro. L'une de ses forces, c'est l'auto-victimisation. Et là, il réussit très bien. Donc, il est dans cette logique-là. Mais maintenant, bon, est-ce qu'il va décider de lui-même de rentrer avec tout ce qu'il encourt comme risque par rapport à tout ce qui est retenu contre lui? Ou il attend une bonne occasion de rentrer? C'est Guillaume Soro lui-même qui va effectivement le dire. Donc l'exil aussi dans la vie d'un homme politique, ça peut arriver, surtout sous le tropique, ça peut arriver. Gbagbo même l'a connu en Côte d'Ivoire, Alassane l'a connu, celui qui n'a pas connu l'exil c'est Bédié. Donc ils appliquent à des gens ce qu'eux-mêmes ils ont subi. Mais maintenant, dans cette affaire, j'ai dit pour Blé Goudé, moi par exemple, je ne comprends pas ça. Lui-même il veut rentrer, vous l'avez condamné, c'est de dire mais laissez-le rentrer puis il va purger sa peine. Il n'a même pas peur de ça. Mais il n'arrive même pas à rentrer. Mais le plaidoyer de Gbagbo, je le comprends. Parce que pour Blé Goudé, bon, c'est à cause de Gbagbo qu'il est allé à la CPI. Gbagbo s'est engagé en politique, il s'est engagé à l'accompagner. Il est resté avec lui jusqu'à qu'il tombe et puis se retrouve ensemble à la CPI. Donc Blé Goudé et plus d'autres qui sont toujours détenus ou qui n'arrivent pas à rentrer, c'est lié à Gbagbo. Donc il dit moi je suis dehors. Pourquoi ils n'ont plus de place là-bas si moi-même je suis leur principal acteur? Donc c'est la question qu'on se pose. Soro, c'est un autoregistre qui a effectivement, qui s'est mesuré à Alassane, mais bon, avec également ce qu'on connaît comme
comme réalité. Mais Gbagbo, ce n'est pas la première fois, même quand il était reçu à Alassane pour la première fois, le dossier effectivement était sur la table. Mais Gbagbo ne peut pas faire un plaidoyer efficace sans penser à ces choses-là, ni évoquer ce sujet. Maintenant, est-ce que ça va prospérer? Je pense qu'à un moment donné aussi, Alassane Ouattara va lâcher du lest. Et c'est sûr, peut-être qu'il veut des gages. Voilà, à un moment donné, je me dis peut-être qu'il va lâcher du lest, parce que ce qu'il a fait, c'est vis-à-vis aussi, on suit de quoi est-ce qu'il est capable et jusqu'où il peut aller. Ils l'ont sous-estimé, mais attention. Donc, Soro qui a clamé où il faut qu'il n'aura pas d'élection, qui n'arrive pas effectivement à rentrer, je pense qu'il y a cette réalité. Mais répondre véritablement à votre question, est-ce que ça va prospérer? Ça va être très difficile. Ça va dépendre véritablement de comment Alassane veut finir son 3e mandat. Est-ce qu'il briguera un 2e, un 4e mandat? Ses Zoé le réclament, ont commencé à réclamer, mais est-ce que lui-même il va vouloir? Je ne sais vraiment pas. D'accord. Là également, on parle de la sincérité des acteurs. Déjà, dans le camp Guillaume Soro, on doute de la démarche enclenchée par Laurent Gbagbo parce qu'ils estiment que le premier acte qui doit être posé pour prouver cette sincérité, c'est déjà, par exemple, de retirer la plainte de Michel Gbagbo contre Soro, par exemple. Vous savez, les politiques, ils sont très forts là-dessus. Ils vous diront qu'il y a le contexte et puis chaque problème est adressé à quelque chose et adossé à quelque chose et qu'il ne faut pas faire d'amalgame. Maintenant, c'est des clans qui se combattent. Maintenant, vous savez, l'ennemi de mon ennemi, c'est mon ami. En politique, c'est comme ça. Maintenant, il n'empêche que on considère, c'est pas parce que l'ennemi de mon ennemi est mon ami que vous êtes mon ami. Non, non, non. C'est-à-dire que sur d'autres éléments, vous et moi, si on est en concurrence pure et parfaite, vous devenez un adversaire. Et ça, c'est la réalité. Face à un ennemi commun, ils font des attilages. Et en politique, c'est cela. Il n'y a pas d'amis, il n'y a pas d'ennemis en tant que tel, il n'y a que des intérêts sur lesquels on s'aligne dans un contexte donné pour des objectifs donnés. Et après, il y a les guéguerres entre les différents partis qui reprennent. Mais je dis aujourd'hui, c'est aussi ce marketing politique qu'ils sont en train de faire, c'est renforcer, depuis le retour de Laurent Gbagbo, renforcer une opposition que Alassane Ouattara, quoi qu'on dise, malgré ce que les uns et les autres ont pensé, une opposition qu'il a su manœuvrer, qu'il a su contenir et voilà, qu'il a suggéré. Et donc, elle est en train de travailler à se renforcer avec les quelques figures de proue de certains mouvements qu'on a ici et là. Il ne faudrait pas oublier que quand on parle de Blé Goudé, il n'y a pas longtemps, sur la question même du dialogue qui devrait être enclenché, il a regretté le fait que son parti ne puisse pas y participer. Et il y a eu une réponse, notamment du gouvernement là-dessus, qui a dit, dans ce dialogue, à partir du moment où ils prennent des regroupements de partis politiques, ils estiment que si vous appartenez à certains regroupements, donc vous êtes pris en compte, comme pour répondre à Charles Blé Goudé. Donc il y a son envie qu'il exprime de pouvoir participer à la chose politique et au débat qui est en train de se mener là-bas. Maintenant, vous ne pouvez pas le faire toujours en restant à plusieurs milliers de kilomètres. Ça sera très difficile. Il a envie de rentrer, ça il le dit depuis. Et vous écoutez son discours, il l'a beaucoup lissé. Et on sent que c'est pour pouvoir juste rentrer quand même au pays. Peut-être après le discours pourra changer. Mais voilà, c'est une personne qu'il est en train de mettre. Et puis il y a un autre dossier sur lequel il a ouvert, là, il demande 300, je pense que c'est 300 € par jour, non? Pour le temps passé à la haie, ça fait plus de 800 000 € qu'il est en train de... Bon, ça c'est un autre dossier encore qu'il a ouvert, un autre champ. Mais sur la question aussi de sa condamnation à Abidjan aussi, il doit aussi des sommes énormes. Bon, on attend de voir ce que cela donnera comme évolution. Mais c'est sûr que c'est une pression pour le dialogue qui risque d'être intéressant peut-être pour quelqu'un comme Charles Blé Goudé, dont l'entrée est en train d'être mise sur la table. Plaidoyer du PPACI de Laurent Gbagbo en faveur des exilés politiques Guillaume Soro et Charles Blé Goudé et le report du Forum sur la réconciliation nationale. Voici les deux sujets qui étaient enrôlés pour la présente convocation. C'est ici qu'on va mettre un point final à la présente émission. Merci, messieurs les juges, pour les différentes clés de lecture. Alors, on va se donner rendez-vous demain pour la 5e et dernière convocation de la semaine. Mais en attendant, restez fidèles au programme des médias leaders True TV et Watt FM.